Marlène Paris-Valdor, bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous cueille presque à la descente de l'avion. Vous revenez de Martinique, oui. Vous êtes arrivé en Guyane hier. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de RDI. Et ce matin, nous allons parler d'un événement, parce qu'il s'agit d'un événement, en effet, quand on mobilise la jeunesse autour d'un projet qui parle de qui ils sont, qui leur donne des perspectives pour essayer de comprendre comment on se présente au monde. Et quand on a un rapport avec une figure de proue comme Édouard Glissant, qui a créé l'Institut du Tout-Monde, et aujourd'hui avec le Tout-Monde, donc avec cet institut, un beau projet a vu le jour pour essayer de fédérer autour de la mémoire. Alors, vous pouvez nous rappeler la genèse de ce projet ? Alors, ce projet a une genèse très intéressante parce qu'elle est dynamique, en fait. Il y a les premières conceptions qui ont été celles de l'Institut du Tout-Monde à Paris, et après, l'Institut rentre en contact avec un certain nombre de personnes dans différentes régions du monde. Et donc, quand l'Institut du Tout-Monde m'a parlé de ce projet, la traversée des mémoires, au mois de juin, pour réaliser des traversées au mois de septembre avec des scolaires. Donc, vous voyez, entre les deux, il y a les vacances. Hein. Oui. Donc, quand ils m'ont parlé de ça, ils m'en parlaient pour que moi, en tant qu'auteur, puisque l'Institut du Tout-Monde est aussi éditeur et ils m'ont édité mon dernier ouvrage, je me déplace sur Paris avec quelques élèves pour justement vivre la déambulation poétique à Paris, qui était la première formule, si vous voulez, de la traversée des mémoires. Et j'ai trouvé plus pertinent de leur proposer et de faire quelque chose du côté de nos rives. Et effectivement, ils ont été absolument réceptifs et nous avons élaboré ensemble cette traversée des mémoires dans la Caraïbe, dans les Amériques. Et je me suis retrouvée à la coordination d'équipes extrêmement dynamiques, dont l'équipe de la Guyane, qui, après la Martinique, qui a inauguré la traversée. C'était en octobre. Voilà, le 1er octobre. Donc il a fallu faire très très vite. Oui. Puis la Guadeloupe, 15 jours plus tard. Et enfin, nous arrivons en Guyane, où là, l'événement de jeudi sera vraiment... exceptionnel. Moi, je n'arrive même pas à comprendre comment Madame Isabelle Niveau, l'IPR de lettres, et Madame Haute Désirée, qui est professeure documentaliste et chargée de culture, comment elles ont pu, en si peu de temps, fédérer autant de personnes, autant de jeunes et d'adultes dans le corps, dans l'éducation nationale, puisqu'ils seront quand même 300 à 400 dans les rues jeudi, pour justement vivre cette déambulation poétique. Et là, on est à un niveau de mobilisation que nous n'avons pas eu en Martinique, que nous n'avons pas eu en Guadeloupe, et la Guyane fait là quelque chose d'exceptionnel. Mais en soi, ce n'est pas étonnant, parce que j'ai l'habitude de dire que nous, les créoles, nous sommes à la proue du navire du monde, vu notre expérience dans la rencontre de l'autre, du métissage, de l'équilibre des contraires. Mais la Guyane est à la proue du navire, parce que non seulement elle a vécu l'expérience de créole, de la colonisation, de l'impérialisme, de l'esclavage, etc., mais en plus, elle vit l'actualité de la dynamique du monde avec toujours l'arrivée de nouveaux... Le flux migratoire permanent. C'est extraordinaire. Oui. Et que cette région arrive encore à équilibrer tous ces flux et à le penser. C'est pas étonnant que finalement, qu'on propose un tel projet en Guyane, qu'on arrive à mobiliser autant de personnes, parce qu'ils sont dans la pleine conscience de l'importance de l'activation de cette mémoire, de l'activation de ces savoir-faire, de ces savoir-penser pour exister dans le monde actuel. Il faut préciser aussi que la Guyane est un berceau, quand on part du principe que les peuples qu'on qualifiait de premiers ici ont quitté l'Orénoque pour aller justement jusqu'aux Antilles, dans la Caraïbe, et que c'était un lieu déjà où cette déambulation commençait, avec cette, comment dirais-je, tous ces peuples qui se sont essaimés
et qui ont été d'une manière ou d'une autre touchés par ces mémoires que nous avons en commun, parce qu'il y a derrière la colonisation les méfaits de l'esclavage, le commerce triangulaire, etc. Et donc ce projet, à l'origine, il vient apporter un souffle nouveau dans un fonctionnement, si vous voulez, fait de rites, rituels et symboles, avec des temps de commémoration. On sait qu'il y a des moments où on prend le temps de se rappeler les points importants des civilisations, des peuples, leur histoire, leur patrimoine. Et puis, en dehors de ces espaces, qui sont des espaces qu'on a cochés sur les calendriers, où on sait que régulièrement on va faire ça comme un rituel, eh bien, c'est un événement qui va chercher, tous horizons confondus, des jeunes qui ont peut-être pas cette approche, cette immédiateté de ce que peuvent représenter les blessures liées à des choses qui nous dépassent, qui sont les traces, les séquelles, l'analyse, la résilience, tout cela dans une histoire compliquée, difficile, douloureuse. Donc, lorsque l'Institut du Tout-Monde établit ce projet, en dehors de ces rencontres et de ces déambulations, il y a aussi quelque chose de très fort, une symbolique avec une traversée des océans qui est prévue. Oui. Alors après la déambulation poétique de chaque région, puisque il y aura aussi Paris, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, le Sénégal qui se prépare aussi. Donc toutes ces régions du monde vont vivre leur traversée avec le passage du flambeau. Nous allons nous retrouver, les jeunes vont se retrouver à Paris au mois d'avril pour la lecture de la déclaration des mémoires et du futur. Donc ils vont encore travailler à penser et à faire, à contribuer au monde actuel. Donc et effectivement, il y aura une traversée de l'Atlantique avec le jeune navigateur Petrucci qui va revenir vers les Amériques. Donc il y a vraiment un renversement du schéma habituel. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce que vous avez dit, c'est de nous rappeler que finalement, je ne voudrais pas dire premier, parce qu'on ne sait jamais qui est premier, donc quoi que ce soit. Nous avons appris à être très, très humbles quant à nos connaissances. Mais en tout cas, de notre mémoire, nous sommes issus d'un peuple qui a créé un continent avec l'archipel Caraïbe. Nous sommes issus de ces peuples. Et donc, pour nous, c'est très important, Guadeloupe, Martinique, Guyane, de réactiver notre archipel Caraïbe, de se retrouver autour de notre Amérique. Et la traversée des mémoires dans nos régions a été l'occasion de retisser cette solidarité. Pour moi, c'est très important qu'au-delà de nos académies propres et nous vivions une expérience ensemble, que nous constituions en conscience le tout monde là, que nous ne soyons pas isolés dans chacune de ces académies comme c'est encore le cas, qu'il y ait vraiment entre nos établissements et entre les élèves des échanges qui s'installent dans le temps et qui permettent de vivre ensemble et de ne pas céder aux tentatives on va dire, extrêmes qui sont parfois présentes. Le rejet de l'autre, etc. Voilà. Donc la symbolique est forte, ça renvoie à la flamme olympique, et à cette vie, cet espoir, cette lumière qu'on va de main en main se partager. Et dans le cas de la Martinique, moi j'ai vu ce qui s'est déroulé en Martinique, la mobilisation à la fois des scolaires, mais également d'artistes, de personnes qui, dans la vie associative, mènent déjà des actions de sensibilisation, parce que c'est un travail au long cours, il faut le dire. Et on sait quand la graine tombe en terre, on ne sait pas quand elle va germer. Et ce qui est formidable, c'est de voir autour de ces rencontres avec la population, les étudiants, les acteurs, les personnes ressources qui sont ensemble et qui communient autour de textes qui portent des valeurs, qui également alimentent la réflexion, qui servent de baume, d'onguent, qui nous décryptent le monde également, parce que le champ des auteurs est très large, et ça c'est là aussi où il y a une réelle ouverture pour revisiter dans quelque chose de vivant, dans la déambulation, une restitution de grands hommes, parce que nous produisons aussi tout ça. Voilà, et puis il y a eu, il y a la lecture des textes des grands hommes, des grandes femmes, mais il y a aussi cette volonté, en tout cas en Martinique, sur ce premier moment, on a fait un travail pour aller retrouver
parce que ça a été très difficile. Ce sont des travaux très récents, retrouver la parole des personnes mises en esclavage, la parole authentique de ces personnes. Et on a été vraiment... ça a été très difficile de retrouver cette parole, mais les travaux récents des historiens nous permettent de disposer de quelques brides. Et c'est vrai que la population a été très touchée d'entendre ces mots-là. C'est l'occasion d'une restitution, finalement. Voilà, c'est une restitution. Pour une fois, ce n'est pas une histoire qui est narrée par le prisme juste de l'historien, mais la restitution d'une parole retrouvée, des traces. Voilà. Il y a eu d'ailleurs, j'avais vu à Avignon, une pièce montée par une ressortissante de nos communautés, dont j'oublie le nom en ce moment, mais en tout cas qui avait fait un seul en scène à partir uniquement de traces d'une esclave qui racontait son parcours sous le joug de la colonisation et de l'esclavage, en fait. Et c'est toujours très émouvant de retrouver des écrits. On ne nous décrit pas une situation, ce sont ceux qui les ont vécus, qui ont d'une manière ou d'une autre une filiation. C'est ça aussi qu'il faut préciser. Et ce qui est très fort aussi, c'est finalement, quand on entend ces mots, on sort vraiment... Et là, on n'est même plus dans la posture de dire attention, on ne doit pas dire le mot esclave. Ce ne sont pas des esclaves. On le vit. En entendant ces mots, on entend une personne parler. Et les mots sont très très forts à ce niveau parce qu'ils activent dans la conscience de celui qui écoute une conscience claire que ce n'est pas un esclave qui parle, c'est une personne mise en esclavage. Vraiment, dans ces mots, on se reconnaît. Et c'est cet effet miroir des consciences qui nous permet d'avoir une conscience historique et une conscience actuelle beaucoup plus fondamentale et fondatrice d'un monde nouveau. Alors, d'un point de vue purement philosophique, qu'est-ce que vous racontez dans la narration historique à vos étudiants, vos élèves, quand vous abordez la question des mémoires? Quand on parle de traverser des mémoires, c'est plutôt nous qui la traversons, c'est elle qui nous traverse. Comment on vit ça? Justement, la mémoire nous traverse. La mémoire, elle est en nous, inconsciente. Elle est présente dans nos gestes, dans les odeurs, dans tout ce que nous vivons. La mémoire, elle est présente, elle est dans notre corps. Et la traversée des mémoires, c'est faire acte de conscience, c'est-à-dire volontairement, je vais traverser cette mémoire qui me traverse. Et donc je sors quelque peu de cet inconscient, je dépasse un peu tout ce champ inconscient pour pouvoir, non pas avoir une maîtrise totale, parce que ceci est impossible, mais pour avoir une plus grande connaissance de ce qui me traverse et ne pas me laisser simplement activer par des passions qui pourraient être mortifères pour moi-même et pour le monde, comme la colère, le ressentiment, etc. Mais être en pleine conscience et donc dans la capacité de travailler à ma propre libération. Parce que quand on a une histoire aussi lourde que la nôtre, c'est une histoire qui est quand même chargée de crimes, et de crimes sur du long terme, hein, ça a été très long toute cette affaire, eh bien il est nécessaire de prendre le temps de connaître et pas simplement de crier esclavage. Vous voyez, le mot, je dis aussi souvent, le mot esclavage, il cache plus qu'il ne dit. Parce qu'en fait, tout le monde met cette étiquette. C'est générique. Et puis personne ne cherche à aller toucher du doigt les faits, les personnes qui ont vécu ce crime. Donc, pour les élèves, eh bien, on travaille à retrouver cette expérience humaine, mais pas seulement dans sa charge criminelle. Bien sûr, hein, les élèves, ils vont à l'école, on fait, et maintenant les faits historiques sont travaillés, mais aussi dans sa charge émotionnelle, et au-delà de ça, dans sa charge philosophique, puisque nos ancêtres nous ont permis d'hériter de ce que je considère être une philosophie, mais une philosophie qui n'a pas été d'abord écrite dans des livres pour être pratiquée après, mais une philosophie de personnes mises en esclavage qui ont finalement écrit dans leur propre mémoire active et présente au monde une façon d'être au monde, une façon de dépasser des situations, d'accueillir aussi des situations extrêmes et criminelles pour en faire quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir d'un crime, des personnes réussir à générer une énergie créatrice aussi puissante que la nôtre, quand même, et une culture nouvelle qui ne s'est pas laissée, qui n'est pas enfermée dans les schémas
obscure de l'époque, mais qui propose au monde une autre façon de vivre l'autre. Alors, c'est une initiative qui arrive dans une période où les questionnements sont nombreux, où on détruit des statues, où il y a une quête identitaire forte, où le retour aux sources n'a jamais été aussi présent dans les revendications, surtout des jeunes. Et pour paraphraser Aimé Césaire, est-ce que c'est l'occasion de faire la part des choses entre j'habite une blessure et une blessure m'habite? Ah ben voilà, mais c'est ce que j'expliquais dans mon premier ouvrage, La part de l'autre. La blessure, elle peut se vivre de différentes façons. J'habite une blessure sacrée parce qu'elle va produire du sacré. Mais cette blessure, parce que j'ai écrit un petit texte qui s'appelle La croûte pensante. Oui. En fait, la croûte pensante, c'est cette croûte qui vient penser soigner la blessure. Mais le pensante, je ne l'ai pas écrit en sens pansement, mais en sens penser conscience d'elle-même. On peut avoir le grand malheur de tomber sur une croûte qui est consciente d'elle-même, elle est pensante. Et donc, comme elle est consciente d'elle-même, elle ne veut pas mourir, comme tout être de conscience. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette croûte? Eh bien, elle va réactiver la blessure plutôt que de la guérir. Et donc, effectivement, tout peuple, toute personne qui a une blessure peut se retrouver ou à activer une croûte pensante, soignante, ou à activer une croûte consciente d'elle-même, et donc qui va nourrir une blessure pour que jamais elle ne puisse mourir elle-même. Donc, nous devons, bien sûr, travailler à guérir, et nous devons être vigilants parce que toutes les blessures historiques sont des occasions de dérive. Et le populisme, comme voilà, ce sont des mots classiques pour parler de ces dérives potentielles que tous les peuples dans toute l'histoire de l'humanité ont pu vivre à partir de blessures. Voilà. Donc, je pense que la jeunesse du monde fait un retour au sol, fait un retour au lieu de naissance, au lieu d'ancrage. Et ce retour-là, il est nécessaire parce que nous avons un grand défi et la traversée des mémoires porte ce défi et veut y participer, y contribuer. Nous avons un grand défi, sauver l'humanité, sauver le monde humain tel qu'il est et l'amener à une éclosion beaucoup plus fertile. Tout le monde est au courant de la crise écologique et politique que nous allons traverser, que nous traversons déjà. Et nous, les peuples créoles, nous qui venons de traverser une première phase de cette crise, parce qu'à mon sens, il s'agit d'une crise de modèle, de la crise de modèle qui s'est imposée il y a déjà au moins 2000 ans, 2500 ans, eh bien, nous avons à contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde et pour retrouver la force d'amener l'humanité à cette nouvelle étape d'elle-même, eh bien, il faut nécessairement revenir au sol. Mais revenir au sol, ça ne veut pas dire se fermer à l'autre, ça ne veut pas dire rentrer dans des extrêmes nationalistes, ça veut dire retrouver la source de la terre et la sève du sol pour pouvoir contribuer à un monde, je ne vais pas dire pacifié, parce que ce serait, mais équilibré, harmonieux. Donc, s'il y a des statues qui tombent, c'est peut-être parce qu'il y a une dynamique qui amène à une conscience historique plus juste, mais ces statues qui tombent ne doivent pas nous aveugler, ou cette volonté de faire tomber des statues ne doit pas nous aveugler, au point, et je le dis très clairement, et je m'adresse là aux jeunes, d'être dans des clichés historiques, de ne pas connaître les personnages historiques, de les interpréter sous des prismes nouveaux qui sont actuels et complètement erronés et faux. Et je pense qu'à ce sens, chacun de nous doit travailler avec humilité cette histoire. Parce que finalement, on peut toujours critiquer les autres, ceux d'une époque, qui ont vécu une époque et qui ont essayé de faire quelque chose pour changer le monde. Alors essayer, et donc aujourd'hui, quand nous examinons le travail qu'ils ont fait, on trouve ça absolument insupportable, parce qu'encore porteur du crime. Mais en réalité, il ne s'agit pas de se positionner dans les révolutions d'il y a 150 ans. Ça, c'est fait.
nous devons nous positionner dans ce qu'il s'agit de révolutionner dans notre vie et dans le monde pour que le grand moment que nous vivons là, qui est une crise écologique, qui entraîne beaucoup de crimes humains, de crimes au niveau de la nature, mais que nous soyons à la hauteur de notre mission. C'est facile, hein, Fly, de se positionner dans des guerres d'autres temps. C'est pas parce que nous travaillons à cette activation de la mémoire que nous sommes dans une dynamique passéiste. Si nous activons cette mémoire, c'est pour être conscients de cet héritage, de cette puissance que j'appelle l'art du kairos, dans mon dernier ouvrage Aletheia, cet art du kairos, cet art de savoir saisir l'opportunité, savoir saisir le moment opportun pour faire quelque chose, pour passer à un nouveau schéma beaucoup plus salvateur. C'est ce talent que nos anciens nous ont transmis à travers l'art du jardin notamment. Eh bien, c'est ça que nous devons aujourd'hui retrouver et il faut retrouver notre mémoire, avoir une mémoire consciente de son passé pour pouvoir porter les fruits de demain. Donc il ne s'agit pas du tout pour nous de rentrer dans une démarche passéiste, mais au contraire de se mettre debout là sur notre sol et sur le sol de chacune des régions du monde pour pouvoir amener l'humanité à ce nouveau moment, loin des volontés de toute puissance qui ont écrasé les humains sur toute cette planète depuis déjà bien plus de 2000 ans. Et c'est en cela que le fait de s'adresser à la communauté scolaire est fondamental, puisqu'on pénètre les lieux de savoir. On n'est pas dans l'obscurantisme. Voilà. Il y a une approche qui n'est pas idéologique. Voilà, ce sont des faits, ce sont des jeunes qui sont en formation et auxquels on demande de prendre conscience. C'est ça, c'est un appel à une prise de conscience des réalités du monde, du tout monde, et j'ai envie de dire, pour revenir à l'Institut du tout monde et à l'idée première d'Édouard Glissant. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce beau projet que nous allons continuer à suivre, parce que jeudi, nous y serons avec plus de 350 élèves, des étudiants, des formateurs qui sont en formation actuellement à l'INSPE, qui aspirent à devenir eux-mêmes des enseignants, des collèges, des lycées qui vont déambuler, qui partiront du Fort Sépérou, qui ensuite vont faire une escale à Gontran-Damas, au kiosque Gontran-Damas, ensuite aux Chênes Brisées, une autre escale, puis vont terminer le périple au Jardin Botanique, autre lieu de mémoire en Guyane. Et à chaque occasion, bien, nous entendrons des poèmes, des textes, des déclamations et bien sûr des manifestations spontanées, comme on a pu les observer en Martinique et en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a eu même une semaine entière consacrée. Oui, une semaine entière, parce que les lycées ont fait autrement. Au lieu de faire une seule déambulation rassemblée, unitaire, ils ont fait plusieurs actions et donc ça nous a permis d'être en même temps sur plusieurs lieux, les territoires différents, la mangrove, la stèle de Delgrès, vous savez, où il y a eu ce suicide collectif de Delgrès et de ses troupes. Après le rétablissement de l'esclavage. Donc à la fois des lieux de mémoire qu'on a revisités, des espaces de rencontre surtout, parce que c'est l'occasion de vivre quelque chose qui traverse quand on est jeune et qu'on vit des expériences comme celle-ci, en dehors du cadre de la manifestation, de la protestation, parce que souvent quand on est jeune, et les rares occasions que nous avons, c'est de fédérer, de faire, on va dire, communauté pour une cause commune, c'est quand on manifeste et quand on revendique. Là, bien, ce n'est pas la revendication qui est au cœur du propos. On marche pour construire. Exactement. On n'est plus dans la destruction de quelque chose, on construit quelque chose. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet qui innove aussi au niveau des méthodes. Tout est collaboration. Il y a un axe central, mais après, quand il arrive, cette proposition arrive dans une région, la région s'en empare et crée son propre projet. Il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas les gens d'en haut et les gens d'en bas, ceux qui décident et ceux qui exécutent. Il y a une collaboration et le monde que nous souhaitons aujourd'hui, c'est un monde qui collabore et où chacun a la conscience de ce que l'autre a apporté. Il n'y a pas ceux qui sont, comment je pourrais vous dire, les sauvages, le nègre, en fait, tous ces schémas de pensée que l'on a peut-être encore en nous inconsciemment. Il faut s'en défaire parce que le monde n'est riche que parce qu'il y a une collaboration de tous les êtres humains. Et c'est ça qui, oublié, fait de notre histoire
une histoire criminelle et fait de nos propres actions individuelles des actions criminelles. Merci beaucoup Marlène Paris-Valdor. Je vais rappeler simplement que pour le rendez-vous de Guyane, c'est le 8 décembre à 8h, rendez-vous au Force Pérou. Et donc si vous voulez plus d'informations, je donne 2 adresses auxquelles vous pourrez transmettre vos questions, vos doléances. isabelle.niveau@ac-guyane.fr, isabelle.niveau@ac-guyane.fr ou aude.désiré@ac-guyane.fr. Et comme de toute évidence sur RDI, nous avons toujours un œil sur ce qui se passe chez nos voisins pour vous donner une idée de ce que ça peut être en Guyane, mais à la façon guyanaise, puisque comme vous le disiez à l'instant, chacun habite son événement. Eh bien, voyez un résumé issu d'un film réalisé pour la circonstance en Martinique. Nous avons extirpé 4 minutes d'un film que vous pouvez voir actuellement sur YouTube en allant sur Traversée des mémoires, et vous verrez donc le cas de la Martinique qui a réalisé une très belle opération. J'en ai eu des frissons en entendant les propos de ces jeunes qui y ont participé et en écoutant également ces histoires nous avons eu de façon parcellaire, puisque c'était un film, donc forcément un résumé. Donc à vivre vraiment intensément ici en Guyane le 8 décembre. Et pour vous mettre un avant-goût, eh bien regardez cet extrait du film. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission avec nous ce matin. Quant à vous, bien, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Rendez-vous demain. Au revoir. Ce projet amène évidemment de nouveaux gestes, de nouvelles perspectives, où nos lieux ont été encapsulés, si je puis dire, dans des histoires formatées, des histoires fermées, des récits tronqués. Cette prise de possession, si je puis dire, par surtout les jeunes générations, cet enthousiasme que l'on voit des jeunes gens, de ces lycéens qui se saisissent en fait de cette liberté finalement de parole et de gestes, va nous permettre en fait de retrouver un nouveau rapport sensible à nos lieux, à nos paysages, à nous-mêmes et à surtout ce que l'on partage. Voilà. Mon maître a fait retirer de la fosse d'un cadavre des parties pourries de ce cadavre, les a mêlées avec des excréments et les a fait avaler à Céline. Elle est morte le lendemain. Témoignage de Cécilia, jeune femme mise en esclavage. Il m'envoya balayer l'écurie et ne tarda pas à me rejoindre avec ses tenailles. Il me passa fortement le nez, la langue, les lèvres et les oreilles. Personne n'était présent. Je n'ai pas crié, car il a menacé de me mettre la tête dans l'eau. On est mieux là que dans la rue. Au moins, on a un toit, même si c'est seulement une toile de tente qui finit par s'imbiber d'eau. Les gens sont fatigués, désespérés. Il n'en faut pas beaucoup pour déclencher une bagarre. Keila, 33 ans, vénézuélienne, 2018. Oh maman, mettez-moi sous la terre. Ou pas jamais dis-moi, maman, qui ça qui fait qu'à passer. Ayant participé à l'organisation vraiment beaucoup, ça nous a pris beaucoup de temps sur notre temps à l'école. Ça a vraiment été la conclusion en fait. Ça nous a fait à tous en fait plaisir, et notamment à moi, de voir la fin, de voir qu'est-ce qu'on avait réalisé. C'est un truc qui va rester dans ma mémoire et je vais garder à vie. Tu iras loin, tu changeras les mentalités et le monde. Vas-y, petit flambeau.
RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.